voilà. On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous les bons esprits qui nous envoient en permanence, notamment les guides spirituels de chacun de nous, qui sont quelque part nos compagnons de route, qui sont toujours là pour nous répondre, pour nous assister, lorsqu'on fait justement cette démarche et cet effort d'élever nos pensées vers lui. Et c'est là qu'il nous donnera les intuitions, les inspirations nécessaires pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie, pour pouvoir acquérir en patience, en humilité, pour nous encourager à œuvrer dans l'étude, dans la charité. Étude que nous faisons aujourd'hui sur ce sujet de la médiumnité, en espérant qu'il puisse être utile pour chacun de nous, pour soi-même si l'occasion se présente, et aussi pour les prochains en cas de participation à une réunion médiumnique. Et nous espérons que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits, parfois beaucoup plus nombreux que les incarnés, qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs pour suivre ces échanges, ces lectures et cet apprentissage. Et nous appelons sur eux la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Voilà, Audrey. Alors, merci à tous pour votre participation. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous les dimanches matins, hein, même si les yeux sont parfois un peu encore un peu fermés, mais ça ne fait rien. L'esprit est ouvert, on vient de se réveiller, on a eu les inspirations de la nuit. Et donc, le matin, c'est un moment quand même assez propice justement pour l'apprentissage et l'attention. Et aussi, en fait, c'est comment dire, le seul créneau qui permet vraiment de rassembler pas mal de monde, hein, puisque après, dans la journée ou dans les soirées, il y a souvent beaucoup d'autres activités qui sont organisées. Donc, aujourd'hui, on est le 18 avril. On va examiner aujourd'hui dans le module 5, toujours, la pratique médiumnique, le guide d'études numéro 2. Hein, on avait vu le numéro 1 la semaine dernière, c'était quelles sont les qualités essentielles du médium, hein, où c'est peut-être parfois un peu répétitif, mais ça montre la responsabilité d'une personne médium de s'attirer, de faire tout ce qu'il faut pour s'attirer les bons esprits. Hein, et donc, ça passe par une démarche individuelle qui est assez forte, hein, dans le sens justement de cette réforme morale, d'essayer de devenir une personne meilleure. Et aujourd'hui, on va voir une autre question assez pointue, assez épineuse, assez difficile dans le spiritisme, qui est, voilà, on reçoit une communication, alors d'où elle vient, est-ce qu'elle est bonne ou pas, voilà, comment est-ce qu'on fait pour identifier les sources des communications médiumniques, comment est-ce qu'on fait pour être sûr ou pour avoir une bonne certitude, même si ce n'est pas une certitude absolue, donc de l'identité du médium communicant et puis de la qualité du message. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais vous allez voir pendant le cours que ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, voilà le résumé, la notion de base. Et donc, il y a une première distinction à faire dans les communications médiumniques. Il y a trois distinctions, on va diviser en trois distinctions. Donc, la première, c'est est-ce que ça vient d'un esprit ou est-ce que ça vient de nous, hein? Est-ce que c'est le produit direct de notre esprit ou de l'esprit du médium, hein, ou est-ce que ça provient d'une source étrangère, hein? C'est la fameuse question de l'animisme et du spiritisme. L'animisme, c'est ce qui vient de notre propre esprit, et le spiritisme, c'est ce qui vient d'un esprit tiers, un esprit désincarné extérieur. D'accord? Alors il dit là, c'est parfois très difficile à faire. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que souvent, je dirais même la plupart du temps, il y a toujours un mélange des deux. C'est-à-dire que
le médium subit l'influence d'un esprit, mais il va y mélanger plus ou moins de ses idées à lui. Hein. Il va, en quelque sorte, filtrer le message ou le réinterpréter avec ses mots à lui, hein, et donc il va forcément interférer dans le message. Voilà. Alors Kardec, il dit, ben, de ce que la distinction est difficile, il ne s'ensuit pas qu'elle soit impossible, hein, voilà, dans les œuvres posthumes. Et donc, ça, c'est la première distinction qu'il importe de faire. Alors, dans un certain sens, c'est sûr que si c'est vraiment de l'animisme pur, ben voilà, c'est le médium qui parle des choses qui viennent de son propre esprit à lui. Donc, ça, il n'y a absolument rien de tiers. Alors, le médium peut être quelqu'un de très intelligent et dire des choses très opportunes, mais ce ne sera pas de la médiumnité, ce sera de l'animisme, ce sera des choses qui viendront de sa propre médiumnité. J'irai même plus loin, il peut être inspiré pour dire quelque chose. Hein. Donc, ce qu'il dira en venant de lui, ce ne sera pas forcément mauvais. Par contre, ça commence à poser problème quand il y a des signatures d'un médium ou d'un esprit tiers qui n'est en fait pas intervenu dans la communication. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que Kardec, il écrit dans le livre des médiums qu'un médium qui est bleu, il recevra forcément des messages bleutés, et le médium qui est rouge recevra forcément des médiums rougeâtres. Et ça, c'est quelque chose pour illustrer le fait que cette influence du médium, en fait, elle se produit tout le temps. Voilà. Donc, je dirais un médium débutant où il aura peut-être 70% d'animisme, donc qui vient de lui, et 30% de spiritisme qui vient de l'esprit. Et le bon médium, ben, ce sera plutôt l'inverse, quoi. C'est-à-dire il aura 70% qui vient de l'esprit et 30% qui viendront de lui. Alors, il y a des gens qui pensent que, par exemple, le cas de la médiumnité purement mécanique, hein, là où la main du médium, elle part et le médium, il n'a absolument aucune, dans la psychographie, hein, il n'a absolument aucune conscience de ce qu'il écrit. Il peut même écrire un message et en même temps parler avec quelqu'un d'autre sur un autre sujet. Hein. Eh ben, il y a des personnes qui pensent qu'il y a plus de garanties d'avoir, comment dire, l'intervention de l'esprit dans des cas comme ça, et moins de risques d'avoir l'influence du médium. Ben, là aussi, c'est un peu surprenant, mais l'expérience démontre le contraire. Hein. C'est que, enfin, pas le contraire, mais démontre que c'est pas vrai. Parce que même avec une médiumnité purement, une psychographie purement automatique, il y a quand même une influence du médium dans le message. Voilà. Et ça, j'ai pu constater moi-même, hein, dans certains cas, cette influence, notamment le fameux exemple de quand Divaldo Franco, au congrès à Paris, congrès mondial en 2004, il a psychographié un message signé Léon Denis. Il a écrit, donc c'est parti purement automatiquement, hein, c'est ce qu'il dit. Et en plus, il était écrit en original en français, alors que Divaldo, bon, il comprend un peu le français, mais de là à écrire un message, c'est plus dans ses cordes. Et il l'a écrit à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche. Hein. Il fallait prendre un miroir pour voir, pour pouvoir lire la communication. Et ben même dans ce cas-là, hein, on voit qu'il y a un ou deux mots qui sont pas des mots vraiment français, hein, c'est des mots, je dirais, portugais transformés en français et qui n'existent pas en français. Donc on voit l'influence du médium qui s'est faite par l'introduction de ces mots-là. Et puis en l'occurrence, un dont je me souviens, c'est quand il voulait parler du bûcher, hein, de Constance en 1415, quand a été brûlé Jean Hus par le pape de l'époque. Eh ben, au lieu d'écrire bûcher, il est écrit fougère. Et le bûcher en portugais, ça se dit fogueira. Vous voyez? Donc c'est fogueira qui a été francisé, mais dans un mot qui n'existe pas. Et donc c'est une illustration donc de l'influence du médium, même dans des cas de psychographie pure. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, l'essentiel, alors c'est sûr,
il y a aussi d'autres facteurs qui permettent de déterminer si c'est vraiment de l'animisme ou du spiritisme. C'est, par exemple, quand le contenu du message est manifestement contraire à ce que pense le médium, hein, que le médium a un avis complètement différent du message qu'il reçoit. Donc là aussi, ça tend plutôt à prouver que ça vient d'un esprit tiers. Et l'autre aspect, c'est quand le médium il écrit des choses et des informations objectives qui peuvent être vérifiées et qu'il ignore totalement. Voyez, donc là aussi, c'est un cas où, qui tend à prouver que la communication vient bien d'un esprit et pas de lui. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'identité des esprits. Hein. Si on reçoit un message signé, je ne sais pas moi, Saint-Louis, ou signé De Gaulle, ou signé Chirac, ou enfin peu importe, est-ce que ça vient bien de cet esprit-là, hein? Et ça, c'est aussi assez difficile parce que, évidemment, l'esprit, il ne vient pas présenter sa carte d'identité avant de se communiquer et tout. Il ne vient pas nous donner, comme il dit là, des signes, un acte de notoriété, hein. Mais attention, c'est bien moi qui me communique, hein. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui se font passer pour de bons esprits, qui donnent des noms qui n'est pas le leur, pour essayer justement de nous tromper. Donc là, c'est une question un peu plus délicate. Là, il faut quand même un peu faire attention, hein. Et donc, ce Kardec qui dit, vous voyez, dans le livre des médiums, numéro 255, après l'obsession, hein, c'est-à-dire l'emprise qu'on va voir dans une leçon dans quelques semaines, le fait d'avoir de fausses signatures ou des messages, des faux messages, des fakes, hein, ou apocryphes, comme on disait comme disait Alain Kardec, des messages apocryphes, il faut s'en prévenir, hein, parce que ça peut être des messages trompeurs, hein. Et donc, c'est une des plus grandes difficultés du spiritisme pratique. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs médiums dans la salle, notamment des médiums voyants, hein, qui voient l'esprit qui se communique et qui peuvent apporter des éléments supplémentaires, là encore une fois, pour faire le croisement des informations et puis reçues ou perçues par les différents médiums. Mais on n'aura jamais de garantie absolue dans ce sens. Et donc, là encore et toujours, le moyen de vraiment faire la différence, c'est est-ce que c'est le contenu du message qu'il faut examiner? Est-ce que le contenu est vraiment digne de la personne qui l'a signé, hein? Et le contenu, c'est le langage, comme on va le voir dans le troisième point. Donc justement, hein, est-ce que c'est un langage bon, bienveillant, etc. Est-ce que ce qu'il dit, c'est opportun, hein? Et donc c'est un peu le filtre socratique, hein. Vous vous rappelez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon et est-ce que c'est utile, est-ce que c'est opportun, hein? Et c'est ce filtre-là qu'il faut appliquer. Puis après, si c'est une communication qui est très belle signée un esprit, par rapport qu'on peut comparer à une communication moyenne qui est signée Jésus ou Kardec ou je ne sais quoi, eh ben, on fera très rapidement la différence. Voilà, ce sera plutôt le premier qu'il faudra retenir que le deuxième. Et dans tous les cas, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, hein. C'est la prudence dans le doute nous recommande de nous abstenir. Il vaut mieux jeter 10 bons messages que d'en accepter un mauvais. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, par les temps qui courent, avec toutes les perturbations qu'il y a en ce moment, toutes les fake news, ce dont on est bombardé sur le quotidien dans les réseaux sociaux et dans les médias, le monde des esprits, souffre un peu la même influence. Donc, je dirais aujourd'hui même, il vaut mieux jeter 100 bons messages que d'en accepter un mauvais. C'est sûr, ça fait un filtre un peu fort, un peu brutal, mais voilà, il y aura toujours suffisamment de bons messages pour nous aider. Et le troisième point, le dernier, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est on juge les esprits, avons-nous dit, comme on juge les hommes à leur langage. Donc leur langage, est-ce que c'est un langage trivial, grossier, ou est-ce que c'est un langage clair, structuré, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de blabla, hein, beaucoup de mots pour ne pas dire grand-chose,
ou est-ce que c'est vraiment une phrase, une ligne qui dit tout? Voilà. Ça, c'est un autre critère auquel on peut le reconnaître, hein. Chez les bons esprits, il n'y a jamais de mots ou de phrases inutiles, hein. C'est vraiment droit au but, très court et très fort en même temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions. Alors, on va continuer. Alors, voilà. On va regarder un petit peu plus dans le détail dans le support. Voilà. Et c'est donc l'animisme, c'est une des plus grandes difficultés de la médiumnité, surtout pour les médiums débutants, hein. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Alors, ce qu'il faut être conscient, c'est que surtout pour un médium débutant, au début, c'est normal. C'est normal qu'il y a beaucoup d'influence de l'esprit du propre médium. Et donc, il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut pas, comment dire, se décourager à cause de ça, hein. Et on a des médiums très célèbres, hein, comme Camille Flammarion, hein, le fameux astronome, qui était médium dès 1860, hein, dans la Société parisienne des études spirites. Il était tout jeune, quoi, il avait quoi, 20 ans. Et donc, il participait déjà aux réunions avec Alan Kardec. Et donc, il recevait dès cette époque déjà des messages signés Galilée, hein, de l'esprit Galilée, et qui parlaient justement du système solaire, des différentes planètes, d'un point de vue cosmogonie, d'un point de vue astronomique. Et vous pouvez d'ailleurs voir ces messages dans les chapitres de la Genèse qui parlent justement de ces questions-là, puisque la majorité du contenu de ce chapitre, c'est justement ces messages que Camille Flammarion il a eus à la Société parisienne des études spirites, que Kardec donc les a utilisés pour composer ces chapitres de son livre La Genèse. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, hein, Camille Flammarion, parce que bon, il est donc devenu un astronome extrêmement renommé, il est rentré dans toutes les académies scientifiques sur le sujet en France. Voilà, il a fait une carrière, hein, dans ce domaine-là. Et il y a un moment où il doutait, c'est-à-dire qu'il affirmait que ces messages signés Galilée, en fait, à l'époque, j'avais déjà suivi l'enseignement et les connaissances qui me permettaient d'écrire ce qui avait été écrit à cette époque-là, signé sous le nom de Galilée. Vous voyez? Donc, le propre Flammarion, lui, et puis c'est venu plusieurs années plus tard, il était dans le doute. Est-ce que ça vient vraiment d'un esprit ou est-ce que c'est venu de moi? Et donc Kardec, lui, il n'a pas douté puisqu'il a reproduit encore une fois ses communications dans la Genèse, hein. Mais en fait, ce qui était le plus important pour lui, c'est que ces messages-là, alors, mais ils étaient tout à fait en conformité avec les notions scientifiques de l'époque, c'est vrai. Ils apportaient relativement peu d'informations nouvelles, mais ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'à l'époque, il y avait encore plusieurs hypothèses, par exemple sur la formation du système solaire, hein. Kardec cite d'ailleurs les différents... comment est-ce que s'est formée la Lune, par exemple, hein? Est-ce que c'est un morceau de la Terre qui est sorti? Donc, je ne sais plus comment il appelle ça, une espèce de séparation, suite, par exemple, à une collision avec un météorite ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que c'est, je dirais, les poussières qui étaient là, qui se sont formées de cette façon-là, donc en formant la Terre et la Lune, hein, parce que vous savez que la Lune, elle tourne autour de la Terre, mais on voit toujours la même face de la Lune, hein. C'est-à-dire qu'en gros, la Lune, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour de la Terre à la même vitesse, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit la Terre de la Lune, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que on voit la Terre qui tourne, hein. Une fois, on voit l'Asie, après, on voit l'Europe, après, on voit l'Amérique, on voit l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Mais pour la Lune, ce n'est pas comme ça.
quand on observe la Lune depuis la Terre, on voit toujours la même face, toujours les mêmes cratères, etc. Vous voyez? Et donc, ben, ce sont des éléments qui permettent justement de justifier plutôt l'une ou l'autre de ces hypothèses. Et donc, l'hypothèse qui a été retenue par Kardec et donc dans ses messages de Flammarion à l'époque, hein, bien qu'il y avait d'autres interprétations possibles dans les milieux scientifiques, c'est bien celle qui a été retenue, qui est encore retenue aujourd'hui, hein, avec le progrès de la science, et les autres hypothèses ont été abandonnées parce que, voilà, les faits ont montré qu'elles n'étaient pas réalistes. Hein. Donc, là aussi, ben, Kardec, en décidant de mettre ces communications de Galilée dans la Genèse, il a pris des risques, hein, puisqu'il s'est avancé sur un sujet scientifique qui était encore controversé à l'époque, mais finalement, voilà, c'était la bonne, il y avait quand même l'interprétation, enfin les bons esprits qui étaient là, et donc qui l'avaient conforté en disant non, non, c'est bien ça. Là. Donc là, vous voyez, c'est encore une fois un élément, une preuve. Enfin, c'est un élément, hein, une preuve. Quand je dis preuve, il ne faut pas l'entendre comme preuve absolue, mais comme preuve relative. Hein. Les preuves absolues n'existent pas, sauf dans les mathématiques. Donc, on parle plutôt d'éléments de preuve ou de convergence de preuves, hein, dans les sciences, même physiques. Donc, pour aller dans le sens du fait que Flammarion a bien été aidé par Galilée dans ses communications. Le deuxième aspect qu'il faut souligner par rapport à cet exemple, c'est les esprits, quand ils veulent se communiquer, quand ils veulent nous transmettre des enseignements, ils sont quelque part obligés de prendre des briques ou des éléments qu'ils trouvent dans le cerveau et dans l'intelligence du médium. Vous voyez? Donc, paradoxalement, un médium comme Flammarion qui a étudié l'astronomie, c'était forcément un meilleur outil pour les esprits qui voulaient transmettre des communications qui parlaient de l'astronomie. Vous voyez? Si par exemple vous prenez une personne qui ne connaît pas le grec et que vous voulez lui transmettre un message en grec, ce sera très difficile. Il faudra dessiner tous les caractères un par un. Vous voyez, c'est un travail, même pour les esprits, qui prendrait un temps fou et qui aurait relativement peu d'intérêt. Hein, voyez. Et donc, c'est la même chose pour le sujet, hein, le contenu de la communication, qui sera d'autant mieux et plus facilement transmis que le médium a déjà ces connaissances-là. Donc ça, c'est, comme on avait dit la dernière fois, le médium, il doit toujours étudier. Ben, ça confirme voilà, cette nécessité. Prenez un autre exemple, c'est Divaldo Franco, hein, le médium brésilien. Ben, à un moment donné, il y a sa guide spirituelle qui s'appelle Joana de Angelis, qui lui a dit, qui lui a annoncé qu'il allait transmettre et écrire des livres sur la psychologie, hein, la fameuse série psychologique de Joana de Angelis. Et donc, à la fois l'esprit, Joana de Angelis, que Divaldo, ben, ils ont étudié un peu la psychologie, justement pour faciliter la transmission de ces livres. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est grave, hein, encore une fois. Si ça vient du médium lui-même ou si c'est 70-30 ou 30-70, ce qui compte le plus, c'est le contenu, l'opportunité, la vraisemblance des communications qui sont reçues. OK? Voilà. Mais ça, évidemment, il y a beaucoup de scientifiques qui sont contre la médiumnité, qui utilisent justement ce doute, donc qui est tout à fait bien administré et accepté par les spirites, pour dire que, pour pousser à l'autre extrême en disant la médiumnité, ça n'existe pas, les esprits n'existent pas, tout vient du cerveau du médium. Hein. Et ça, voilà, ça c'est les contradicteurs qui utilisent cet argument dans ce sens. Mais voilà, après, les spirites à ça répondent que l'autre facteur que je vous ai indiqué, c'est-à-dire quand la communication contient des éléments qui sont absolument inconnus du médium, ben là, ça ne peut pas venir de lui. Hein. Et même là, ces contradicteurs, ils disent oui, mais il est allé puiser ça quelque part dans un puits de connaissances universelles, un espèce d'égrégore, je ne sais quoi. Bon, admettons, hein, mais voilà, c'est peut-être une manière détournée de cet égrégore, cette connaissance universelle, c'est les esprits, quoi. Voilà.
Mais eux, ils cherchent par tous les moyens à essayer de ramener ça à quelque chose qui n'est pas spiritualiste, quoi. Voilà. Alors, ça demande effectivement du temps et de l'apprentissage. Donc, on peut voir, par exemple, aussi, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un médium qui reçoit des communications de deux esprits différents. Et deux esprits qui ont vraiment des styles différents. Et donc, on verra, quand c'est reçu par le même médium, certains points en commun entre les deux styles. Et ça peut aussi caractériser l'influence du médium. Et le deuxième test qui est faisable, c'est un même esprit qui se communique soit par un médium et qui se communique aussi par un autre médium. Et donc là, pareil, vous comparez les deux messages qui viennent du même esprit par deux médiums différents, vous pourrez aussi trouver quelques différences dans le style. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, ce sont tous les éléments qui permettent justement de faire cette distinction. Mais encore une fois, le plus important, c'est le contenu. Hein, et si le contenu est bon, opportun, vrai, il passe au crible du bon sens et de la raison. Voilà. Après, à la limite, peu importe que ce qui ait eu de l'animisme qui s'en soit mêlé. Voilà. Donc, c'est la fameuse distinction entre le phénomène médiumnique et animique. Hein. Animique, c'est ce qui vient de notre propre âme, et médiumnique, c'est ce qui vient d'un esprit tiers. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, hein, notamment un d'Alexandre Aksakov, hein, qui était un savant russe qui écrivait en allemand, mais ses livres ont été traduits en français, dont le titre, c'est justement ça, Animisme et Spiritisme. Et donc, il montre très bien tous ces aspects dont je viens de vous parler. Voilà. Voilà. Très souvent, les deux actions se confondent et se corroborent. Alors, dans les guérisons, hein, par l'imposition des mains, hein, l'esprit du médium peut agir seul ou avec l'assistance d'un autre esprit. Voyez. Mais là, encore une fois, peu importe. Si l'imposition des mains arrive au résultat, donc la guérison ou le soulagement, ben, c'est ça qui compte. Hein. Voilà, l'esprit qui magnétise, le médium ou la personne qui magnétise, hein, s'il est médium, donc peut transmettre du fluide des médiums et peut aussi donner de son fluide à lui. Mais là, encore une fois, c'est le résultat qui compte. Hein. Voilà. Voilà, l'inspiration poétique ou artistique, hein, peut aussi avoir une double origine. Hein. C'est le poète, ben, il est poète, hein, le musicien, il est musicien, et donc il aura cette faculté de la capacité de produire des choses par lui-même. Mais quand l'inspiration vient, hein, c'est un petit peu quand vous reprenez les témoignages de Mozart, par exemple, là, quand il dit, ben, hop, il voit les notes qui défilent et puis il court après, il écrit, quoi. Ben, effectivement, il voit les notes, il les interprète très vite parce qu'il connaît la musique, mais la manière dont ça vient, là aussi, tend à prouver que le rythme auquel ça vient, qui a dans l'inspiration une forte influence d'un esprit étranger. Voilà. Donc, ça, c'est ce premier aspect. Hein. Est-ce que l'animisme ou le spiritisme? Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Ou ça va? Voilà, donc là, il nous explique, en cherchant une image plus simple, imaginons le médium comme étant un pont reliant deux sphères, entre lesquelles s'établit une solution de continuité apparente en raison de la différence entre la matière et le champ vibratoire, hein, donc la matière physique et puis le monde des esprits. Pour être un instrument relativement exact, il doit avoir appris à acquiescer. Tous les ouvriers du travail médiumnique ne peuvent acquérir en peu de temps une telle expérience qui demande de la dévotion au bonheur du prochain, une compréhension élevée du bien collectif, un esprit avancé de concours fraternel et de supériorité sereine dans les confrontations avec l'opinion d'autrui. Donc 11, on va aller voir qui c'est, mais ça ressemble à Chico Xavier. Ouais, voilà, dans le monde supérieur, hein, de l'esprit André Louis. Donc là, encore une fois, vous voyez, il nous dit, ben, tout dépend aussi de l'intention du médium. Hein, c'est les qualités du médium qu'on a vues au cours précédent. Voilà. Toutefois, dans le médiumnisme commun, le collaborateur servira avec la matière mentale qui est la sienne, donc c'est l'animisme, souffrant de ses imprécisions naturelles face à l'investigation terrestre. Et après s'être adapté aux impératifs les plus nobles du renoncement personnel, il édifiera non pas à l'improviste, mais au prix d'un travail incessant,
le temple intérieur du service dans lequel il reconnaîtra la supériorité du programme divin au-dessus de ses caprices humains. Parce que ça, voilà, c'est l'autre manière de reconnaître, hein, le médium qui a, alors il dit des caprices humains, moi j'aurais dit des dadas, hein, qui a des sujets du moment, de prédilection, eh ben, ces sujets-là, ils reviendront signés A, B, C, D, et ça reviendra sous différentes formes. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui vient plus de lui, hein, que des esprits étrangers, ou même s'il reçoit quelque chose d'un esprit, il va le retransformer pour revenir à son sujet de prédilection. Cette réalisation atteinte, il sera préparé pour entrer en syntonie avec le plus grand nombre de désincarnés et d'incarnés, leur offrant à l'image du pont bienfaisant l'opportunité de se rencontrer les uns avec les autres dans la position évolutive dans laquelle ils se trouvent au travers de compréhensions constructives. Voilà, donc je pense que le médium lui-même s'en rend le plus compte, en fait, hein, de ses influences. Mais il faut qu'il y ait toujours en groupe des personnes extérieures qui regardent. Et voilà, quand les personnes extérieures disent oui, mais ça vient peut-être pas d'un esprit. Là, encore une fois, si le médium il se vexe, ben, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que la médiumnité. Ça veut dire qu'il y a encore de l'orgueil froissé, il a encore des choses à travailler, quoi, hein. Et ça, forcément, quand le médium, en tant que personne, il a encore ce genre de difficultés, ça complique, hein, parce que les esprits le savent, le voient, et puis les mauvais esprits, quelque part, ils en profitent, hein. Voilà. Donc, ça demande de l'humilité, du renoncement, comme il le dit aussi, hein, la volonté d'aider le prochain, etc., le désintéressement personnel et aussi matériel, évidemment, pour que ça fonctionne. Voilà. Et donc, ils disent là que les influences animiques diminuent avec le temps. Donc, avec l'expérience du médium, voilà, il influence de moins en moins les communications, hein, mais elles ne disparaissent jamais complètement, hein. Donc, le médium bleu, il aura toujours des messages bleus. Voilà. Ensuite, le langage utilisé dans les communications. Alors là, c'est plus simple, hein. Moi, j'ai déjà vu, bon, enfin, il y a des exemples de communication de médium avec un langage. Alors, ce n'est pas forcément, entre guillemets, très mauvais, mais c'est un langage brut, vulgaire, direct, lourd en quelque sorte, quoi, hein. Et ça, ben, ça vient, l'esprit, entre guillemets, qui se communique, ben, il a ces caractéristiques-là. Alors, ce n'est pas forcément un mauvais esprit, hein, encore une fois. Il y a des gens qui sont comme ça, un langage un peu brutal, mais qui ont quand même les pieds sur terre et qui peuvent dire de bonnes choses ou donner de bons conseils. Mais par contre, quand le langage il devient ironique, sarcastique, vulgaire ou grossier, là, stop. Là, il y a un moment, il faut arrêter, hein, voyez. C'est-à-dire quand le langage n'est pas bon, on peut être pratiquement sûr que ça vient d'un mauvais esprit. Voilà. Et les langues, parce que là, encore une fois, quand vous regardez les communications qui viennent vraiment d'un guide spirituel, ce sera toujours simple, clair, direct. Ce ne sera pas quelque chose du genre tu dois faire ci, tu dois faire ça, comment on dit ça, je t'impose de faire ci ou ça. Pareil, vous voyez, quand vous voyez ce genre de langage, poubelle. Les bons esprits ne vont jamais nous obliger, nous donner des ordres, nous demander ne vont jamais faire quoi que ce soit qui va contre notre libre arbitre. Voyez, hein, donc, et ça, je l'ai vu à plusieurs fois, hein, des médiums, enfin des communications qui disaient oui, mais vous devez aller, vous avez une mission pour aller au fin fond de l'Écosse, vous installer là-bas pour diffuser je ne sais quoi, etc., etc., etc. Puis les personnes qui ont fini par le croire du groupe qui sont allés là-bas, puis ça a donné un flop, quoi. Ils se sont retrouvés ruinés, le couple a été cassé, etc. Donc, c'est typiquement les choses qu'il ne faut jamais croire, hein. Les médiums, bon, quand on a une mission, ils vont nous le faire sentir, ils vont nous donner des conseils, ils vont attirer notre attention sur certains aspects, mais ils ne vont jamais nous obliger, jamais venir avec un langage, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je te somme de ci, je te somme de ça. Donc là, c'est
dans le langage où on reconnaît de façon précise si ça vient de… Là, c'est vraiment des éléments très, très forts. Hein. Tout comme, pareil, le blabla, hein, quand il dit là, comment il le dit ici. Voilà. Légère, vous voyez, les choses qui sont instruites ou ignorantes. Donc ça, on le verra tout de suite, hein, parce que les ignorants parlent parfois beaucoup, hein, alors que les personnes instruites, en peu de mots, ils disent beaucoup de choses. Poli ou mal élevé, hein, donc les gros mots, ce genre de choses. Hein, superficielle ou profonde. Hein, frivole, hein, c'est la frivolité, des choses qui sont inutiles. Voilà. Orgueilleuse, sérieuse ou légère et sentimentale. Donc, il faut examiner tous ces aspects-là. Voilà, et toujours se dire si c'était un bon esprit ou si c'était l'esprit de X, Y ou Z ou de mon parent X, Y ou Z, est-ce qu'il écrirait comme ça ou pas? Vous voyez. Et ça, donc Kardec, il met ça vraiment comme un critère très très fort, hein, avec l'expérience et l'habitude, pour reconnaître si ça vient d'un mauvais esprit ou pas. Alors, il faut là aussi quand même se méfier parce que, encore une fois, c'est pas… les mauvais esprits peuvent parfois faire, comme je dis toujours, du copier-coller de très belles choses, hein, pour justement se cacher. Hein. Et donc, bon, ben, s'il y a un copier-coller de quelque chose de bon qui vient dans la communication, il faut dire, bon, ben voilà, c'est pas nouveau, mais c'est pas mauvais, donc voilà, on le met en attente. Mais cet esprit-là, il fait ça souvent justement pour gagner la confiance du médium ou du groupe. Et puis, c'est comme le font d'ailleurs les manipulateurs sur la Terre. Hein, quand vous regardez quelles sont les techniques de manipulation, ben, le manipulateur, il vous dit 5 ou 10 choses qui sont évidentes ou qui sont des vérités. Hein. Donc, il gagne votre confiance, il réduit quelque part votre attention, hein, puisqu'il vous dit des choses qui sont vraies et que vous trouvez vraies. Et puis d'un coup, la 11e chose, hop, c'est quelque chose qui est faux. Voyez. Donc, si vous ne restez pas sur vos gardes, ben, la chose qui est fausse, vous risquez de l'avaler, vous risquez de l'accepter comme une vérité alors que ce n'en est pas une. Ben, les esprits, ils font pareil. Hein. Les esprits désincarnés, il y a parfois des manipulateurs incarnés qui se sont désincarnés qui en font partie. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'avoir à l'esprit quand on décortique une communication des médiumniques. Voilà. Et donc, Kardec, il dit aussi, si vous recevez une lettre de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous faites pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il dit ça? Sous quelle forme il me dit? Est-ce qu'il m'impose des choses ou pas? Pour vous faire une opinion sur la personne. Ben, pour les esprits, c'est pareil. Voilà. Le langage on peut poser comme règle invariable et sans exception, voyez, il est fort, hein, que le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur évolution. Hein. Et quand vous regardez des communications ben, dans les livres de Kardec, hein, de l'esprit de vérité ou d'autres esprits, ben, vous voyez que c'est simple, clair, direct, structuré, une idée après l'autre. Il sait très bien où il veut en venir et par où il veut passer pour en arriver là. Vous reconnaissez en fait voilà, cette clarté, ce style direct, empreint en même temps d'amour, de respect pour le libre arbitre, etc. Voilà. Ils disent des bonnes choses, les esprits supérieurs ne disent que des bonnes choses, mais en plus, ils le disent en des termes qui excluent de la manière la plus absolue toute trivialité. Voilà. Quelque bonnes que soient ces choses, si elles sont ternies par une seule expression qui sente la bassesse, c'est un signe indubitable d'infériorité, à plus forte raison si l'ensemble de la communication blesse les convenances par sa grossièreté. Le langage décèle toujours son origine, soit par la pensée qu'il traduit, soit par la forme. Et alors même qu'un esprit voudrait nous donner le change sur sa prétendue supériorité, il suffit de converser quelque temps avec lui pour l'apprécier. Voilà. Hein, donc, même s'il dit souvent des bonnes choses, hein, ce qui arrive souvent, ben, tôt ou tard, hein, le loup qui montre patte blanche, ben, il laissera apparaître sa vraie nature. Hein, voilà. Voilà. Après, il y a aussi la bonté, la bienveillance, hein, donc c'est le contenu, pourquoi ce message, à quoi il sert, etc. Est-ce qu'il est opportun ou pas? Vous voyez, pas de haine pour les hommes, pas de haine pour les autres esprits, pas de jugement, pas d'accusation, pas hein,
ce que j'ai vu récemment sur les messages soi-disant spirituels concernant la Covid et qui disent que de façon assez claire que le virus s'est échappé d'un laboratoire chinois. Donc, vous voyez, ça, si ça vient des esprits, poubelle. Hein. C'est aux humains de déterminer ça. Un bon esprit ne se mêlera jamais de questions difficiles et polémiques comme celle-ci. Hein. Encore une fois, pour vous donner un exemple, il faut être... Ah non, mais nous, on ne sait pas, donc les esprits vont nous le dire. Ben non, les esprits ne vont pas venir se mêler à ce genre de controverse, à ce genre de débat. Hein. C'est à nous, c'est aux humains hein, de faire les recherches, hein, comme c'est d'ailleurs le cas de cette équipe de l'Organisation mondiale de la santé qui sont allés voir et qui en ont conclu que cette hypothèse-là, elle est extrêmement peu probable. Voilà. Et donc, c'est comme bon, dans la codification, on trouve aussi certaines choses comme ça, les esprits qui disaient que les habitants de Jupiter sont plus évolués, que ceux de Mars sont moins évolués. Donc, Kardec, il avait écrit ça dans une note, hein, dans le livre des esprits. Et moi, au début, j'avais toujours dit, pour là, il y a déjà des robots qui sont allés sur Mars et les petits bonhommes verts, on les a pas vus. Hein, on n'a pas vu de vie sur Mars moins évoluée que sur la Terre, on n'a pas vu. Et donc là, la réponse, ça a toujours été, eh ben, ça c'était, comment dire, une opinion de Kardec, une hypothèse, hein, qu'il avait mis en note de bas de page pour bien le différencier de ce qui est venu des esprits. Donc, c'est à la science de prouver, oui, c'est vrai, ou alors non, c'est pas vrai. Voilà. Et si c'est vrai, bon, ben, tant mieux. Si c'est pas vrai, bon, ben voilà, c'était une hypothèse sur laquelle Kardec s'était avancé, mais ça remet pas en cause le reste de la philosophie. Voilà. Donc qui est notamment la pluralité des mondes habités. Et avec toutes les exoplanètes et toutes les découvertes qu'il y a eu entre-temps, je crois qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour, voilà, même les scientifiques admettent que la probabilité qu'il existe des vies semblables, des formes de vie semblables à la nôtre ailleurs dans l'univers, elle est extrêmement élevée. Voilà. Alors, c'est voilà, l'examen scrupuleux, scruter, analyser la pensée, les expressions, comme on le fait quand on analyse un ouvrage littéraire. Rejeter sans hésiter tout ce qui pêche par la logique et le bon sens, tout ce qui démontre le caractère de l'esprit qui est censé, qu'il a signé. Hein. On décourage les esprits, en faisant chaque fois cette analyse, on décourage les mauvais esprits d'essayer, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous tromper, ils iront ailleurs. Hein, c'est ça. Alors, Morissette nous écrit, il est important de donner des objectifs à chaque groupe de travail. Le cadre posé par le monde spirituel est clair. Si un esprit ne respecte pas ce cadre, on peut douter de ses intentions. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Hein. Une fois que vous êtes dans un groupe, le groupe, il a un objectif. Hein. Dans le cas de Morissette, c'est d'aider les personnes en deuil. Et voilà, quand il y a des esprits qui commencent à mettre ça en cause et à discutailler cet objectif-là, Morissette, elle a raison. Hein, c'est de dire, non, non, voilà. Alors, identification de l'esprit communicant. Donc, là aussi, elle est très difficile. Hein. Les esprits, encore une fois, ils ne viennent pas avec leur carte d'identité hein, ou avec comment on appelle ça, avec un QR code ou quelque chose comme ça qui nous permette de les identifier. Hein. Ça n'existe pas. Mais en fait, l'identité, là encore une fois, de l'esprit, c'est une question secondaire. Hein. Si vous prenons une communication, par exemple, signé Jésus. Alors, hein, c'est bon. Déjà, il faut s'en méfier. Quand c'est signé Jésus, il faut vraiment que ce soit excellent ce qu'il y a dedans. Hein, parce que là, encore une fois, le moindre petit truc de travers, le moindre blabla, ce n'est pas lui. Mais après, bon, Jésus, c'est toute une équipe. Il y a plein d'esprits. Donc, tous ces missionnaires, je ne sais pas moi, les Socrates, les Bouddhas, les Gandhi, enfin tous ces esprits élevés missionnaires sur la Terre, ils font partie de la même équipe. Pour nous, c'est des esprits qui sont beaucoup plus élevés que nous. Après, que ce soit signé, comment dire, Jésus ou Socrate, pour nous, peu importe. Hein, on n'est pas capable de faire la différence. Donc, dans des cas comme ça, l'identité, elle est tout à fait secondaire. Ce qui est le plus important, c'est le contenu du message. Si le contenu du message est bon, eh ben, il faut le prendre. Hein. Si le contenu du message n'est pas bon, eh ben, il ne faut pas hésiter à le mettre de côté. Voyez. Et voilà. Après, il dit aussi l'identité des personnages anciens, c'est difficile, évidemment, puisque nous, on n'a pas connu Socrate, hein, donc on ne peut pas le reconnaître à certains détails. Par contre,
Si ce sont des personnages récents, hein, par exemple, dans la codification, il y a des messages signés Lamennais, Lacordaire, etc. Eh ben, aujourd'hui, on a les preuves que Hippolyte Rivail, hein, avant de devenir Alain Kardec, il les a connus vivants, puisqu'il faisait partie des mêmes sociétés scientifiques à l'époque que ces personnages-là. Donc, il les a connus de leur vivant. Il a vu des discours, il a vu leurs écrits, il a vu un certain nombre de choses. Donc, forcément, quand il a vu les communications signées par le même esprit, ben, il a comparé par rapport à ce que cet esprit-là de son vivant avait fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup de dire, effectivement, ça ressemble beaucoup à l'esprit de X, Y ou Z. Voilà. Même si c'est secondaire, voilà, il y a quand même des moyens d'en avoir la certitude. Hein. Il parle de Fénelon, hein, par exemple. Et alors, je ne sais pas si Rivail avait connu Fénelon, mais il avait quand même traduit le Télémaque, hein, de Fénelon en allemand. Hein, donc, il avait connu l'œuvre de Fénelon, donc une communication signée Fénelon. On doit y retrouver des caractéristiques de Fénelon, de son œuvre. Vous voyez? Voilà. Oui, bon, c'est en fait les mêmes principes que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est dans plusieurs cas, hein, l'identité réelle est une question secondaire. Hein. Du moment que l'esprit ne dit que de bonnes choses, peu importe le nom sous lequel elles sont données, Hein. Et voilà. Donc c'est encore une fois plus dans l'analyse du contenu qu'on trouvera les certitudes et les éléments nécessaires. Voilà. Voilà. À mesure que les esprits se purifient et s'élèvent dans la hiérarchie, hein, quand on parlait de ces esprits élevés qui faisaient partie de cette équipe de Jésus, Socrate, Confucius et Bouddha et tant d'autres, leur personnalité, elle s'efface. Forcément, ils sont vus de nous, de notre infériorité, ils sont tous d'accord entre eux, ils parlent tous d'un même langage, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'individualité, comme il le dit ici, la personnalité s'efface, hein, surtout à nos yeux. Hein. Et c'est l'uniformité de leur perfection, hein, qui va prévaloir. Hein. Ils vont dire la même chose. Voilà. Ils ont quand même une individualité, mais pour nous, encore une fois, la signature dans des cas comme ça importe peu. Voilà. Voilà, c'était donc le nom qu'ils avaient sur la terre est une chose tout à fait insignifiante. Voilà. Bon. Donc, si dans une réunion médiumnique, un esprit supérieur se communique sous le nom d'un personnage connu, rien ne prouve que ce soit précisément l'esprit de ce personnage. Mais s'il ne dit rien qui démente l'élévation du caractère de ce dernier, il y a présomption que c'est lui. Et dans tous les cas, on peut se dire que si ce n'est pas lui, ce doit être un esprit du même degré ou peut-être même envoyé par lui. Voyez ? En résumé, la question du nom est secondaire, le nom pouvant être considéré comme un simple indice du rang qu'occupe l'esprit dans l'échelle spirit. L'indice principal, encore une fois, c'est le contenu du message. Voilà. Et l'identité est plus facile à constater quand ce sont des esprits contemporains, donc qu'on a connus, hein, dont on connaît le caractère et les habitudes. Et c'est justement ces habitudes, hein, c'est par ces habitudes, hein, qu'on les reconnaît dans leur langage. Ils utilisent les mêmes expressions, les mêmes tournures, voyez, ou des idées, les idées qu'ils avaient quand ils étaient incarnés, etc. Voilà. Donc, on en est là. Je crois qu'on a terminé le résumé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à ajouter? Fernanda? Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter ou je peux le faire? Non, vas-y, tu es pour l'instant la seule à avoir demandé la parole. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'était toi, Charles, une fois, ou un épisode que l'esprit, des fois, certains esprits élevés, qui des fois, ils ont des messages à transmettre à un médium, des fois, ce n'est pas l'esprit en lui-même. Des fois, c'est un représentant de cet esprit-là qui vient.
Par exemple, une fois, je ne sais pas si c'est toi qui as raconté ou j'ai lu ou j'ai entendu, Edivaldo Franco était en train de visiter une chapelle ici en France, une église, et avait Joana de Ângelo qui a dit Edivaldo, il y a un message de Maria pour toi. Par contre, ce n'était pas Maria qui est venue lui donner le message. C'était un représentant qui travaille avec Maria direct qui est venu ramener le message. Et du coup, en télépathie, elle a transmis le pensée de Maria à Divaldo à travers de cet travailleur, de cet autre esprit travailleur qui travaillait ensemble avec Maria. Mais ce n'était pas Maria qui était là. C'est possible, hein, c'est comme, ben, je sais pas, dans une entreprise ou même les porte-paroles hein, au niveau du gouvernement. Ou ces bons esprits-là, ils ont aussi forcément, hein, ils ont des personnes de confiance, hein, des esprits, entre guillemets, de confiance, qui sont là, encore une fois, pas aussi élevés que Marie dans le cas que tu cites, mais beaucoup plus élevés que nous quand même. Et donc, voilà, pour nous, ça ne fait pas de différence. Hein. Et elle Que ce arrivait quand soit même. Marie ou le porte-parole, le message pour nous, il sera bon. Oui, parce qu'il arrive à transmettre le message, le pensée de Marie en connexion. C'est ça, parce qu'il est beaucoup plus élevé que nous, hein, et donc il aura cette syntonie et il arrivera, ce qu'il arrivera à transmettre. Parce qu'après, bon, il nous faut nous faire comprendre aussi le message. Hein. C'est des messages qui viennent, c'est comme prenez les. Morissette, elle nous écrit là, justement, c'est ce qui aide également, c'est la description du monde où ils sont. Regardez les expériences des EMI. Ils ont du mal à décrire en langage humain leur monde, ce qu'ils ont vu pendant leur expérience. Mais pour les esprits élevés, c'est un peu la même chose. Hein. Il faut comment dire, il y a des choses que nous, on ne peut pas comprendre. On n'a pas les mots pour le décrire. Hein. Et donc, ils sont forcément obligés, là aussi, bah, comment dire, d'utiliser des images, d'utiliser des métaphores. Pour pouvoir s'exprimer et nous transmettre les communications. Hein. Et donc, voilà, ça fait partie là aussi de ce travail qui est réalisé par ces esprits qui sont intermédiaires. Donc, pour nous, peu importe. À partir du moment que le message il est bon, hein, que ce soit Marie ou un porte-parole que Marie elle a désigné pour son compte, en qui elle fait confiance, pour nous, ce sera suffisant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques à faire? Ouais, c'est un sujet qui est assez bon. Vous voyez, ça vient essentiellement du livre des médiums. Hein, Kardec l'avait bien traité. Voilà. Et puis il y a hein, les Chico Xavier aussi. Il est venu apporter beaucoup de confirmations à ce sujet. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, hein, justement, autant quand on est médium, hein, donc cette influence, cette interférence, entre guillemets, elle est normale, hein, elle est entre guillemets naturelle. Et aussi, voilà, bon, aujourd'hui, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Hein, on est tellement bombardé. Le problème d'aujourd'hui, c'est pas l'accès à l'information. Hein, des informations, on en a beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin. La difficulté aujourd'hui, c'est de discerner, hein, de faire dans tout ce qu'on est bombardé, de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Voyez. Et donc, ces conseils que Kardec a donnés pour l'analyse des communications médiumniques, aujourd'hui, on peut les appliquer à toutes les informations qu'on reçoit pour qu'on puisse justement faire ce genre d'analyse. Hein, le pourquoi est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est douteux, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, ou est-ce que c'est opportun ou est-ce que c'est pas opportun. Hein. Et donc, en passant ce filtre, c'est ça qu'on utilise aussi pour déterminer, faire la différence entre les fake news et puis les choses réelles, les bonnes, hein, les différences entre les théories du complot et les théories qui sont plus réalistes. Quoi. Oui, Fernanda? Une question, c'est possible? Oui, oui, bien D'accord. sûr.
Les groupes des fois, il y a des groupes qui finissent les études médiumniques et tout ça, ils s'est mis à essayer de se mettre à la pratique de la psychographie et psychophonie. Oui. Cette pratique de pratiquer la psychophonie, c'est cohérent ou c'est plutôt quand l'esprit ou le collaborateur est prêt, ou l'instrument est prêt, que le travail apparaît? Ben, tu sais, la nature du médium, hein, est-ce que c'est un médium psychographe ou psychophone? Non, je Ça parle des dépend. groupes, d'entraînement des groupes. Les groupes qu'on se passe de l'étude à la pratique. Oui. Les groupes Eh des ben, études. ça va dépendre des membres du groupe. Est-ce que le membre du groupe, il est médium psychophone ou psychographe? Ça dépend, donc tu vois. Et effectivement, à partir du moment où l'étude elle a été faite, où toutes ces choses-là ont été comprises, et que le groupe commence à se former pour démarrer la pratique médiumnique, il y a toute l'installation des guides spirituels qui se met en place, hein, l'organisation du groupe. Comme le dit Morissette, le groupe il a un objectif de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos réunions médiumniques, hein? Est-ce que c'est faire de la recherche fondamentale sur un sujet scientifique? Est-ce que c'est aider les personnes en deuil? Est-ce que c'est aider les esprits souffrants? Donc, en fonction de l'objectif du groupe, donc, qui est souvent inspiré par le groupe spirituel, l'équipe spirituelle donc, qui aide ce groupe. Voilà. Après, effectivement, comme tu dis, lorsque les médiums sont prêts, formés, qu'ils ont compris, qu'ils font ce travail d'études et puis de réforme morale, hein, d'amélioration personnelle, l'activité du groupe commence. Alors après, dans le groupe, vous aurez des médiums psychophones, les médiums psychographes. Et ça, après, ça pose d'autres genres de questions. Par exemple, deux médiums psychophones, s'ils parlent en même temps, on aura du mal à enregistrer ou à séparer ou à écouter les deux messages en même temps, hein. Alors que la psychographie, ben c'est vrai qu'il peut y avoir deux ou trois médiums psychographes qui écrivent quelque chose chacun de leur côté. Ça ne dérangera pas l'activité du groupe. Donc après, il y a quelques aspects comme ça pratiques au niveau du groupe, hein, voilà. Et en principe, hein, quand il y a un médium psychophone qui parle, hein, ben, les autres, il faut qu'ils aient justement cette capacité, ce contrôle, hein, déjà de savoir attendre leur tour, entre guillemets, et aussi ne pas se laisser influencer ou dévier parce que le premier peut dire. Comme quand vous avez un médium psychophone et un psychographe à côté, il y a des médiums psychographes, par exemple, le fait d'entendre l'autre médium parler, ça va les déranger, ils vont écouter, ça va les distraire et ça risque de couper ou d'interrompre la communication psychographique. Après, c'est ce genre de détails. Mais ça, après, c'est au niveau du groupe qu'il faut regarder, qu'il faut étudier, le dirigeant du groupe, je dirais, pour que ça se fasse avec de l'ordre et de la discipline. Mais effectivement, hein, voilà. Alors nous, bon, là, on aborde de façon un peu superficielle, mais c'est quand même les points fondamentaux, hein. Et le but, c'est qu'effectivement, voilà, s'il y a des groupes familiaux, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà des pratiques médiumniques, ben, c'est de les aider justement à ce que cette pratique médiumnique soit sûre, hein, donc pour éviter les questions d'obsession, de perturbation, de fascination, et aussi efficace et utile. Merci, Charles. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, sinon, voilà, il est déjà 9h06. Donc, la semaine prochaine, donc ce sera le 25, on verra la question des contradictions et des mystifications, hein. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail voilà, sur qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une contradiction, quand il y a un esprit qui dit une chose et un autre, ou médium, hein, une chose et puis l'autre, il reçoit une communication qui dit autre chose. Et aussi comment éviter de se faire mystifier, comment éviter de se faire mener par le bout du nez ou satelliser. Voilà. On va aussi donc encore une fois remercier les bons esprits pour leur présence aujourd'hui parmi nous pour cette occasion
de pouvoir lire, étudier, échanger sur ces sujets qui sont vraiment au cœur de la philosophie spirit et de sa mise en pratique, en espérant que ces enseignements vont être utiles pour chacun d'entre nous et aussi pour les esprits qui ont pu nous accompagner aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Aujourd'hui, alors, il y a au moins une dizaine ou une quinzaine, ou même plus, d'activités en direct parce que c'est le 18 avril. 18 avril, c'est le 164e anniversaire de la publication de la première édition du Livre des Esprits. Donc, c'est la journée internationale du spiritisme. Au Brésil, c'est même une journée nationale reconnue par l'Assemblée, par les autorités brésiliennes. Et donc, dans le monde entier, il y a aujourd'hui des activités par rapport à ça. Alors, vous aurez notamment donc, sur le site YouTube de la Fédération Spirit française et du mouvement Spirit francophone, donc les commémorations qui sont organisées par le groupe d'Île-de-France. Donc, ce matin à 10 heures, donc d'ici un peu moins d'une heure, ils vont parler de méditation. Et cet après-midi à 14 heures, il y aura une présentation de Joël Uri. Joël Uri, c'est un des membres fondateurs de l'IFRES, Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Donc, c'est un groupe qui est dans la région parisienne et qui s'est spécialisé dans la transcommunication instrumentale. Et donc, il fera une présentation cet après-midi à 14 heures. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous connecter. Et bon, personnellement, moi, j'ai 4 conférences. Alors, il y en a une qui a été enregistrée, donc c'est déjà fait, mais il me reste encore 3 autres à donner. Donc, une en Espagne et puis 2 autres au Brésil, toujours dans cette commémoration de cet anniversaire. Voilà. Et vous aurez, je pense, que l'embarras du choix. Vous aurez aussi ce soir à 20 heures une conférence de Jean-Paul Évrard qui sera sur le sujet m'échappe. Alors, laissez-moi vous le retrouver vite fait. Ça restera tout enregistré sur Regard Spirit. C'est ça, Regard Spirit ou Alan Kardec. Donc, c'est les chaînes YouTube du mouvement Spirit francophone ou de... Vous pouvez le regarder en direct ou après, ça restera enregistré. Vous pourrez aussi le regarder en enregistré. Alors, on va voir que j'essaie de me retrouver. Merci beaucoup, Charles. Voilà. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci. Et puis à bientôt. Ouais. À bientôt. Alors, je vais quand même vite fait encore vous retrouver dimanche. Et, apparemment, c'est Sommes-nous le fruit du hasard? C'est une conférence débat. C'est Jean-Pierre Pépineau, c'est pas ça? C'est ça, oui, avec ouais. Jean-Paul Évrard. Oui, c'est ça, animé par Jean-Paul Évrard. Oui, c'est ça. Et ben voilà, ouais, c'est ça. Et c'est à 20h, si je me rappelle bien. Oui, 20h, oui. Voilà. Sommes-nous le fruit du hasard? Et bon, vous allez sur YouTube, vous les trouverez. Vous cherchez Fédération Spirit française ou Mouvement Spirit francophone, vous trouverez ça. À 20h sur la page Facebook. Ça passe aussi. Alors, le Facebook, je ne suis pas 100% sûr. Par exemple, celui de ce matin du groupement francophone Île-de-France, ça passera sur le site Facebook de ce groupement Île-de-France. Donc, ce ne sera pas le groupe Facebook, parce qu'on peut diffuser que sur 3 médias, réseaux en même temps. Donc, en général, c'est toujours les 2 YouTube que je vous ai cités. Et là, en l'occurrence, le Facebook, ce sera celui du groupement Île-de-France que vous pouvez trouver. Et celui de Jean-Pierre Pipineau, je ne sais pas, c'est peut-être le site Facebook soit du mouvement Spirit francophone, soit de la Fédération Spirit française. Vous regardez l'un ou l'autre et puis vous le trouverez là-bas. Et comme l'événement est déjà programmé, les annonces doivent déjà être sur les sites qui vous diront événement qui sera en direct dans tant d'heures. Voilà. Et vous devrez pouvoir les trouver assez facilement. Et puis, si vous allez sur le site Internet de la Fédération Spirit française, vous devrez aussi trouver les affiches correspondantes. Je vous les mettrai sur le groupe Skype. Comme ça, vous aurez les références en direct. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Charles, pour ceux que ça intéresse, là, j'ai l'adresse.